C'est une expédition exceptionnelle menée en Méditerranée, au large de Rome. À bord du voilier d'exploration Bonita se trouve un équipage très spécial. La brésilienne Ana Lucia Lacerda et le couple d'Américains Linda et Eric Amaral-Zettler. 3 biologistes marins à la découverte d'un nouveau monde. Un nouveau monde peuplé d'êtres vivants minuscules, indétectables à l'œil nu, qui se développent sur les déchets plastiques trouvés dans la mer. Ce qui nous a vraiment impressionnés, c'est le fait que ces microbes puissent choisir de vivre sur le plastique. On s'est demandé en quoi ils en tiraient avantage, surtout dans la mer, où il y a très peu de surface colonisable. L'idée que ces micro-organismes puissent trouver là un nouvel habitat et, a fortiori, de quoi se nourrir, nous a intrigués. Ces images ne montrent pas des composants électroniques, mais de minuscules organismes vivants qui se sont établis sur des débris plastiques. Mieux encore, ces micro-organismes ont quasiment fusionné avec le matériau hôte. Ils vont jusqu'à se reproduire dans ce qui est devenu leur nouvel habitat. La première fois que nous avons analysé l'ADN d'un morceau de plastique pas plus grand que l'ongle de mon petit doigt, nous avons découvert 1 millier d'espèces différentes. Je ne parle pas d'un millier d'individus, mais bien d'1 millier d'espèces aussi différentes que des girafes ou des rhinocéros. 1 millier d'espèces sur un tout petit bout de plastique. Ça veut dire que la diversité est énorme. Sur le plastique, les scientifiques ont aussi identifié des agents pathogènes. Les déchets plastiques dans la mer constituent-ils un gigantesque incubateur flottant? Et donc, une menace pour la vie marine et pour les humains? Les effets combinés de la pollution plastique et du changement climatique qui fait augmenter la température des océans peuvent favoriser la propagation des pathogènes qui prolifèrent sur les déchets. Et cela pourrait causer un très gros problème. Voilà qui jette un éclairage nouveau sur l'une des plus grandes catastrophes écologiques de notre temps. Sur le plastique de nos océans, une nouvelle vie est apparue. Une vie dont les répercussions nous sont pour l'instant inconnues. La science tente de comprendre ce nouvel habitat. Que se passe-t-il dans ce monde microscopique? Quelles communautés se forment ici? Quels potentiels agents pathogènes dérivent sur le plastique à travers les océans? Pourrait-il devenir dangereux? Pour étudier ces mystérieuses formes de vie, il faut commencer par chercher des débris dans les océans. Ana Lucia Lacerda s'intéresse surtout à la vie qui se développe sur les microplastiques, c'est-à-dire les particules de plastique de moins de 5 mm. You ready? Good. Okay, we can start. Le voilier de recherche français Bonita est parfaitement équipé pour la chasse aux microplastiques. OK, mountain the water in 3, 2, 1, 0. Ce filet Manta va collecter tout ce qui flotte à la surface de la Méditerranée. Bon. 2 heures plus tard, il est hissé sur le pont. Il a recueilli tous les objets de plus de 0,3 mm. Pour un œil profane, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais pour les 3 scientifiques, c'est une excellente récolte, notamment en matière de microplastiques. On dirait bien qu'on a un granulé. C'est du plastique brut qui a dû s'échapper de quelque chose. C'est sous cette forme qu'il est produit par les fabricants de résine.
Ça le rend facile à transporter, comme du blé ou du maïs par exemple. Il peut être versé sur des tapis roulants, puis en vrac dans des conteneurs. Regardez ça. C'est un morceau de film très fin avec des contours irréguliers. En général, on en trouve surtout près des côtes et beaucoup moins en haute mer. C'est plutôt des fragments. Le Bonita n'étant pas équipé pour détecter la vie sur les microplastiques, ces derniers sont préparés pour être analysés en laboratoire sur la terre ferme. La vie sur le plastique marin est également étudiée en Allemagne par les scientifiques de l'Institut Alfred Wegener. Le navire de recherche MS AAD traque les déchets plastiques en mer du Nord. Le biologiste marin Lars Gutto ne s'intéresse pas aux microplastiques, mais aux macroplastiques qui sont visibles à l'œil nu. Fort de sa longue expérience, le chercheur sait où les trouver. Devant nous, on aperçoit comme une bordure. Il y a une bande d'écume qui est parfaitement à sa place, dans le prolongement de la pointe sud de l'île. On va la longer, car il pourrait y avoir une accumulation de déchets. Finalement, pas de plastique, mais des algues. Sur elles aussi, il y a de la vie. Ces débris flottants sont colonisés par différents organismes. Ici, on a un petit crustacé, un cloporte de mer. On en rencontre assez souvent, surtout sur les algues. Comme elles sont très irrégulières, ils s'y accrochent facilement. En même temps, ce sont des herbivores. Donc le substrat sur lequel ils sont installés leur sert aussi de nourriture. Les animaux et les plantes voyagent en mer sur des objets flottants. Cela n'a rien de nouveau. Troncs d'arbres et grandes algues se déplacent sur les océans depuis des millions d'années. Mais il y a une différence majeure avec le moyen de transport qu'est le plastique. Les quantités déversées dans la mer ne cessent d'augmenter, y compris en mer du Nord, où ce genre de trouvaille n'a plus rien d'exceptionnel. Quelques minutes plus tard, Lars Gutto découvre un bâtonnet de sucettes. Voici un objet très petit et qui n'a l'air de rien. On voit qu'il y a des algues qui poussent dessus. Ça veut dire qu'il est dans l'eau depuis un certain temps. On dirait qu'il y a aussi des polypes, sans doute trop petits pour qu'on puisse les voir. On distingue des petites larves de crustacés qui s'agitent un peu partout. C'est caractéristique de la mer du Nord. Ces animaux vivent dans la colonne d'eau à l'état de larves. C'est le dernier stade avant de passer à la vie terrestre. Ils cherchent alors à entrer en contact avec divers substrats. On en rencontre aussi souvent sur les débris flottants. Le plastique n'est pas là que par intermittence, à certaines périodes de croissance, mais en permanence. Il est très présent à proximité des côtes, c'est là que les concentrations sont les plus élevées, mais aussi très loin en mer, parce qu'il ne se décompose pas. Il persiste et peut être transporté par les courants sur de très longues distances. Ces débris dérivent très longtemps. Ça en fait un substrat stable pour les organismes et ça permet à de nombreux animaux et plantes de s'y installer. Ils ont tout le temps pour ça et pour développer des interactions spécifiques, système proie-prédateur, alimentation, croissance et ainsi de suite. Le plastique a une durée de vie de plusieurs années, voire de plusieurs siècles, supérieure à celle des matériaux naturels, ce qui en fait un habitat quasi indestructible. Ce n'est que depuis quelques années que l'on étudie plus en détail les nombreux organismes qui le colonisent. Les époux Amaral Zettler travaillent sur l'île de Texel, en mer du Nord, à l'Institut royal pour la recherche maritime des Pays-Bas. Ici, les biologistes marins examinent au microscope les échantillons de plastique prélevés par le Bonita. Un monde fascinant se révèle à eux. De magnifiques diatomées. Oui, et peut-être aussi des cnidaires.
Il y a plein d'éléments entortillés. On zoome encore un peu. Ah, splendide. On voit bien toutes les fibres auxquelles les diatomées s'accrochent. Oui, elles se cramponnent au substrat. Et là, c'est une autre cellule individuelle avec toutes les fibres qui la maintiennent. C'est une magnifique vue de la surface du plastique. C'est souvent un défi de se représenter une entité aussi infime, une aussi petite partie de notre univers sur ces petits morceaux de plastique. On n'imagine pas que les microbes puissent avoir une telle structure. On a du mal à se faire à cette idée. Les gens prennent conscience que même à cette petite échelle, il y a de la beauté et beaucoup de vie qui se développe sur un matériau qui est par ailleurs totalement inerte. Ça, c'est un choanoflagellé. Cette structure en forme de panier lui permet de capturer des bactéries. C'est comme ça qu'il attrape de quoi se nourrir. Exactement. On dirait qu'il y a quelque chose à la surface de celui-là. Oui, c'est vrai. Regarde ces tentacules. Des craquelures et des diatomées. C'est magnifique. Il est entièrement recouvert de bactéries. Oui. Ça, c'est un autre animal. Oui, Qu'est-ce que c'est? un bryozoaire. Oui, ça y ressemble. Impressionnant. Il est vide, mais un animal a vécu là et filtré sa nourriture dans l'eau. Lorsqu'on met en culture dans une boîte de pétri un échantillon prélevé en Méditerranée, les organismes présents sur le plastique deviennent bien visibles et vivants. Ce qu'on voit ici, ce sont des ciliés en train de nager. Mais en arrière-plan, il y a aussi des bactéries que les ciliés mangent. C'est leur nourriture. On les cultive afin qu'ils aient toujours de quoi manger. Et au repos, cette espèce en particulier forme aussi des cellules qu'on appelle des kystes, dans lesquelles elle trouve un abri si les conditions se dégradent ou que la nourriture vient à manquer. C'est un peu comme une spore ou une graine, en somme. Ils se déplacent, comme de petits organismes qui ont leur propre vie. Ils s'accouplent, se divisent, mangent et meurent. Toute une vie que seul le microscope peut rendre visible. Pour nous, la plastisphère est comme un récif microbien, surtout en haute mer. C'est une sorte d'oasis de vie qui attire les nutriments et qui fournit des minéraux et des métaux rares dans l'océan, mais essentiels à la survie. Cette communauté d'êtres vivants sur le plastique, décrite pour la première fois par Linda et Eric Amaral-Zettler, a fait l'effet d'une véritable bombe. Le couple de chercheurs a donné à sa trouvaille un nom approprié. On cherchait un terme pour décrire la fine couche de vie à la surface du plastique. Et on l'a baptisé plastisphère, en référence à la biosphère, qui est la fine couche de vie à l'extérieur de la Terre. À mes débuts, l'étude du plastique dans les océans consistait surtout à remonter des filets et à compter les débris pris dedans. Puis Linda m'a rejoint et nous nous sommes posé certaines questions. Par quelle forme de vie ces débris de plastique qui flottent un peu partout sont-ils colonisés? Comment les micro-organismes interagissent avec eux et entre eux? Maintenant, nous savons quels sont ces micro-organismes, mais aussi ce qu'ils font. Alors, que se passe-t-il dans la plastisphère? À 1000 km à l'ouest de la Californie, s'étend le tristement célèbre vortex de déchets du Pacifique Nord. Quel meilleur endroit pour explorer la plastisphère que ce gigantesque continent de plastique? Depuis des décennies, les déchets s'y concentrent pour former une vaste masse qui dérive à travers l'océan. Le navire de recherche allemand Sonne a parcouru ce vortex durant l'été 2019.
Mechtilde Schmidt-Janssen du Centre Helmholtz pour la recherche environnementale de Leipzig était à bord. Pour un chercheur, vivre dans un laboratoire flottant pendant une période aussi longue, c'est quelque chose de très spécial. Il ne faut pas s'imaginer ça comme un bateau de croisière. Ici, il y a des laboratoires à bord. Ce qui est particulier, c'est que nous n'avons pas seulement collecté ces matériaux plastiques. Nous avons également mené des études in vivo à même le plastique. Et bien sûr, ça ne peut se faire qu'à bord d'un laboratoire flottant comme le Sonne. Le vortex de déchets du Pacifique Nord s'étend sur une superficie 3 fois supérieure à celle de la France. Il contient environ 1800 milliards de particules de plastique, dont 94% de microplastiques qui ne sont visibles pour l'œil humain qu'une fois repêchés et filtrés. Ça m'a beaucoup remué de passer 3 ou 4 semaines en mer à bord du Sonne, sans voir d'autres bateaux ni d'autres gens que les membres de l'équipage, et aussi de découvrir cet écosystème vulnérable, avec ses particularités et ses adaptations. Quand on regarde l'eau, on voit passer un morceau de plastique toutes les 2 secondes. Il faut prendre conscience que ce matériau n'a rien à faire là. Quand on a la chance de faire un tel voyage, on s'en rend compte parce qu'on le vit physiquement. Sur les gros objets en plastique, comme les barils ou les bouées, les micro-organismes forment d'abord un biofilm, qui se transforme ensuite en nourriture pour les organismes plus grands. Il s'agit d'une chaîne alimentaire évoluée. Le macroplastique constitue un nouvel habitat qui peut être colonisé par des macro-organismes qui s'en servent de point d'attache. On parle également de communauté radeau. C'est un phénomène qui nous est familier. On voit depuis longtemps des espèces qui dérivent à travers les océans sur des planches de bois, des matériaux organiques durables. Et bien sûr, cette quantité de plastique représente pour eux une nouvelle surface colonisable conséquente. Les organismes plus grands vivent donc du biofilm, c'est-à-dire l'ensemble des plus petits organismes présents sur le plastique, la fameuse plastisphère. Au Centre Helmholtz, à Leipzig, pour mettre en évidence la diversité des communautés microbiennes de la plastisphère, on utilise un microscope confocal à balayage laser. Les différents composants sont rendus visibles par coloration. Les filaments blancs sont des champignons, les algues apparaissent en bleu, les bactéries en vert. Enfin, en rouge, ce sont des glucides excrétés par les microbes qui leur permettent d'adhérer au plastique. Ici, on observe par exemple des algues qui vivent en colonie et qui forment de beaux filaments, ou bien des tapis qui sont souvent intégrés dans cette matrice de glucides. Et si on regarde de plus près, on distingue un organisme photoautotrophe au reflet bleu, auquel se sont sans doute greffés des bactéries et des filaments. Là, on voit déjà très bien ce rapprochement et cette cohabitation à l'intérieur du biofilm. À partir de ces images, les scientifiques ont créé un film en 3 dimensions qui dévoile l'architecture complexe de la plastisphère. En bleu, les algues. En rouge, les glucides. En vert, les bactéries. Elles aussi voyagent à bord de ce minuscule biotope. Certaines de ces bactéries sont des agents pathogènes, capables de provoquer des maladies. Sont-elles propagées par les déchets qui flottent dans l'océan ? On parle souvent de cheval de Troie. Certains affirment que des pathogènes s'accumulent à l'intérieur des bactéries, comme des virus, d'autres bactéries ou des facteurs de résistance. Ils n'ont peut-être pas une grande pertinence dans l'écosystème, mais ils se déplacent d'un point A à un point B. Quel rôle cela joue-t-il dans l'océan, sur de grandes distances et de longues périodes? On s'efforce de répondre à cette question, mais en attendant, on ne peut rien exclure. Quand on est biologiste marin, Heligoland est le lieu où tout se passe.
En particulier pour un écologue comme moi qui analyse les relations et les interactions dans la mer. C'est une oasis et une source d'inspiration. Il y a partout des questions qui émergent et qui méritent d'être explorées. À première vue, on croirait un milieu totalement inerte. Mais si on regarde de plus près, on voit qu'il s'y passe énormément de choses. En particulier sur les matériaux qui flottent à la surface de la mer. La couche qui constitue la limite entre l'eau et l'atmosphère est un habitat très important, où une grande quantité de nutriments s'accumule. Et c'est là que ça devient intéressant, biologiquement parlant. On a collecté depuis le bateau différents morceaux de plastique qui dérivaient. Il y avait notamment un bâtonnet de sucette. C'est un objet qui nous est familier. On a tous mangé une sucette au moins une fois. Et ce qui reste à la fin, c'est ce petit bâton qui est le plus souvent en plastique. Une colonie de bryozoaires s'est installée sur le bâtonnet de sucette repêché en mer du Nord. Une autre découverte attend le scientifique. Les alvéoles où vivent les bryozoaires ne font pas partie de la surface synthétique, mais constituent une structure organique à part entière. Dans la plupart des cas, le plastique a une surface très lisse. On connaît aussi des plastiques qui sont plutôt rugueux, mais cette structure-là est une conséquence de la présence de ces organismes. Il s'agit de l'abri que ces animaux ont aménagé sur le plastique, dans lequel ils vivent, et dont ils sortent pour filtrer leur nourriture dans l'eau. Ces organismes sont très sensibles. Ils ont tendance à se rétracter très vite. Mais si on leur laisse le temps, ils réapparaissent. Ils déploient leurs tentacules et commencent à générer un courant avec leurs cils. Ce courant va acheminer les particules de nourriture vers leur bouche. Voilà ce qu'on trouve en mer. Des objets en plastique du quotidien très résistants parce qu'ils ne subissent quasiment pas de biodégradation. Ils se conservent donc durablement dans le milieu marin, ce qui donne l'occasion à différents organismes de les coloniser. Dans les échantillons prélevés en mer du Nord, Lars Gutto identifie des organismes inoffensifs, des cloportes, des bryozoaires ou, comme ici, des balanes. Mais il sait que les germes pathogènes utilisent eux aussi le plastique comme habitat et moyen de transport. On sait que les plus petits agents pathogènes peuvent être charriés par ce biais. On a notamment détecté des vibrions. Ce sont des agents pathogènes naturellement présents dans la mer, qui se propagent davantage dans certaines conditions et qui peuvent éventuellement être déplacés vers des zones où on ne les rencontre pas d'habitude. Dans la baie de Villefranche-sur-Mer, près de Nice, Anna Lucia Lacerda explore la vie sur le plastique pour l'Université de la Sorbonne. Cela fait longtemps que la Méditerranée n'est plus épargnée par la pollution plastique. Il est donc fort possible que des germes pathogènes se trouvent sur les débris flottants. La mer Méditerranée est l'un des endroits les plus pollués au monde. On y trouve par exemple de nombreux types d'emballages alimentaires et autres plastiques. La chercheuse se concentre sur tous les organismes de la plastisphère susceptibles d'être dangereux et de nous rendre malades, nous les humains. De nombreuses études révèlent la présence de potentiels agents pathogènes sur le plastique. Il y a des bactéries, des virus et des champignons qui peuvent être nocifs pour les animaux marins, mais aussi pour les humains. Je ne peux pas toucher ces débris parce que je veux analyser leur ADN. Ici, on a pas mal d'emballages alimentaires, un bouchon de bouteille et beaucoup d'autres matériaux.
La plupart sont des objets que les gens utilisent à la plage et qu'ils laissent traîner, et qui malheureusement finissent dans la mer. C'est dans ce laboratoire que les échantillons vont être analysés. Le microscope électronique à balayage fournit des images haute résolution et grossit un fragment d'1 demi-millimètre. On a pu voir la surface plastique elle-même, puis les organismes fixés dessus. Dans la communauté de vie extrêmement diversifiée de la plastisphère, on a des gentils, qui sont assez répandus dans le milieu marin, mais aussi des méchants, c'est-à-dire les agents pathogènes. Ici, on aperçoit les cyanobactéries. Elles forment comme des filaments. Les cyanobactéries peuvent avoir un impact fort sur la qualité de l'eau et, dans le pire des cas, provoquer une prolifération d'algues bleues. On a très bien vu les cyanobactéries qui forment ces filaments. Des colonies assez grandes pour pouvoir être examinées au microscope. L'ingestion d'eau contaminée par ces bactéries peut provoquer des troubles gastro-intestinaux. Au début de sa carrière, Anna Lucia Lacerda a étudié la présence de déchets plastiques dans nos océans. Puis, elle a découvert la vie sur le plastique et les agents pathogènes. Ça doit être un champignon, si j'en crois sa forme et ses spores. On l'a trouvé sur un morceau de plastique repêché en Antarctique. Cela peut surprendre, mais il y a aussi de la vie sur le plastique de l'Antarctique. Anna Lucia Lacerda, qui est brésilienne, connaît bien les glaces éternelles qui encerclent le pôle Sud. Elle y a déjà exploré la plastisphère à 2 reprises dans le cadre du programme antarctique de la marine brésilienne. Elle a été la première scientifique à démontrer que nos déchets plastiques ont aussi un impact écologique dans cette région du globe. Même dans les régions très éloignées, la pollution plastique affecte l'environnement marin. Et bien sûr, s'il y a du plastique dans l'océan, la plastisphère est aussi présente. De nombreux micro-organismes s'y installent et peuvent causer divers problèmes écologiques. Chez les personnes immunodéprimées, ces moisissures peuvent provoquer des réactions allergiques, des infections de la peau et attaquer les voies respiratoires. On ne connaît pas encore vraiment les dommages que ces organismes peuvent créer. Ce n'est pas le fait qu'ils vivent sur du plastique qui les rend pathogènes. Ils peuvent très bien se trouver là sans faire de mal à personne. Et ils ne sont pas toujours pathogènes. Ils ne le sont que s'ils entrent en contact avec un hôte et que les conditions environnementales le permettent. Donc il faut garder à l'esprit que leur simple existence ne rend pas ces organismes dangereux. Pour devenir nocifs, ils doivent trouver les conditions adéquates. La dangerosité des organismes établis sur le plastique qui pollue nos océans dépend donc de plusieurs facteurs. Le plus important étant la température de l'eau. Les bactéries, virus, champignons, ainsi que de nombreux agents pathogènes apprécient particulièrement les eaux méditerranéennes. Les déchets plastiques leur offrent un moyen de transport qui leur permet de se propager.
Sur l'île allemande de Heligoland, à l'Institut Alfred Wegener, le biologiste marin Gunnar Gertz étudie les agents pathogènes présents sur le plastique, comme les vibrions. Au départ, c'était de la curiosité. Les scientifiques sont des gens curieux. Comme on avait déjà mené une étude sur les vibrions dans le cadre d'un grand projet allemand, on a eu l'idée d'examiner les surfaces plastiques. Cette idée a été motivée par notre collègue Linda Amaral-Zettler. Dans sa grande publication sur la plastisphère, il y avait une image où on voyait des bactéries, des vibrions colériques, provenant des surfaces plastiques. Ça nous a fait un choc, bien sûr. Et on s'est dit qu'il fallait aller chercher en mer du Nord et en mer Baltique. Et effectivement, on y a trouvé des vibrions. Les vibrions, ce sont des bactéries marines tout à fait ordinaires. Le problème, c'est qu'il en existe différentes espèces, dont des agents pathogènes. L'espèce la plus connue est le vibrion colérique, qui a provoqué le choléra en Allemagne au Moyen Âge. D'autres prospèrent en milieu salé. Et quand la température de l'eau augmente, ces bactéries peuvent se multiplier très rapidement. Elles sont extrêmement agressives si elles se retrouvent au contact d'une plaie. Donc, si vous vous baignez et que vous avez une blessure ou du diabète et que votre organisme est affaibli, ces vibrions peuvent se répandre très rapidement dans les plaies et provoquer des maladies très graves, voire des décès. Ça s'est déjà produit à plusieurs reprises dans la mer Baltique. Au cours de l'été 2024, 2 hommes meurent d'une infection à vibrions après s'être baignés dans la mer Baltique. Sur le plastique de la mer du Nord, Gunnar Gertz trouve surtout des vibrions de type Parahemolyticus, une bactérie qui peut provoquer des gastroentérites. Nous sommes face à un double problème. D'un côté, le changement climatique modifie l'environnement. Ça veut dire que les mers se réchauffent et qu'il y a des vagues de chaleur. Et en parallèle, nous polluons de plus en plus le système marin avec du plastique. Si des bactéries qui réagissent très positivement à la chaleur se développent sur la surface plastique, elles vont se multiplier et être transportées. Les microplastiques peuvent donc être un moyen de propagation pour les bactéries pathogènes dont font partie les vibrions. Les vibrions présents sur les plastiques, comme le vibrion Parahemolyticus, sont également un sujet de préoccupation à Villefranche-sur-Mer. Anna Lucia Lacerda y travaille en collaboration avec Maria Luisa Pedrotti, elle aussi brésilienne, mais arrivée en France il y a 40 ans. Maria Luisa Pedrotti a obtenu son doctorat à Paris, avant de mener des recherches sur le plancton dans tout le bassin méditerranéen. Elle y a fait une découverte mémorable. J'étais dans le sud de l'Italie et j'ai vu remonter un filet bourré de plastique, au point que je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible que ces particules aient à ce point envahi notre réseau trophique. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler sans tenir compte de ces particules, qui font partie intégrante de la chaîne alimentaire. J'ai compris à ce moment-là que je voulais faire des recherches sur ce sujet. Esse aqui não tem nem filtro dentro. Esse aqui tá só. Look at this. Can you see any fibers? Les deux scientifiques s'intéressent actuellement à un type de déchet plastique très particulier qui se répand de plus en plus dans l'océan. Les microfibres issues de nos vêtements. Les composants synthétiques de nos pantalons, vestes et t-shirts sont à l'origine d'un problème environnemental majeur.
De plus en plus de ces fibres se retrouvent dans les rivières et les océans, où elles se décomposent très lentement. Les microparticules relâchées par nos vêtements ne sont plus visibles à l'œil nu. Ces microfibres proviennent principalement des textiles lavés à la machine. Elles sont très petites, comme nos cheveux, c'est-à-dire de 30 microns à 60 mm. Les découvertes des scientifiques sur les microfibres de la Méditerranée sont pour le moins inquiétantes. On a pu démontrer à notre grande stupéfaction que des agents pathogènes vivent sur les microfibres. En particulier le Vibrion para-haemolyticus, qui peut être nocif pour les crustacés, mais aussi pour nous, les humains. C'est la première fois que cette bactérie est détectée sur des microfibres en Méditerranée. Au total, 200 souches bactériennes ont été identifiées et sur certaines microfibres, jusqu'à 2600 bactéries. On a trouvé plus de bactéries et de types de bactéries que dans l'eau de mer. Il est donc clair que les microfibres sont des foyers pour la diversité bactérienne. Les recherches actuelles visent à déterminer si les micro-organismes résistants aux antibiotiques utilisent également le plastique comme véhicule. Outre les questions qui demeurent pour l'être humain, les dangers pour les animaux sont déjà manifestes. La vie sur le plastique, c'est-à-dire le biofilm, représente une source de nourriture pour eux. Le plastique entre ainsi dans la chaîne alimentaire et arrive au final dans notre assiette. Pour en savoir plus, Anna Lucia Lacerda effectue des analyses génétiques. Dans le cadre d'un projet de recherche, elle s'efforce de déterminer quels virus peuvent être dangereux pour la faune. La plastisphère est tridimensionnelle et regorge de vie. De nombreux organismes y cohabitent. On ne peut pas tous les voir en même temps. On procède donc à des analyses d'ADN pour évaluer la diversité des groupes établis sur la plastisphère. En recourant à la bioinformatique, la scientifique analyse ensuite les séquences d'ADN. L'objectif est de recenser les informations génétiques de tous les micro-organismes présents sur un morceau de plastique. C'est ce qu'on appelle le métagénome. Le métagénome révèle également tous les agents pathogènes. Parmi eux figure un virus particulièrement agressif. Nous avons identifié pour la première fois dans la plastisphère le virus de la maladie des points blancs. Ce virus est un agent pathogène qui touche les crevettes et les crabes. Il a déjà causé de nombreux dégâts dans les systèmes aquacoles du monde entier. La plastisphère d'origine humaine atteint ainsi un autre écosystème créé de toutes pièces, l'aquaculture. Des élevages de masse pour satisfaire notre consommation de poissons. De nombreux habitats sont ainsi devenus hostiles à la vie marine. La surpêche d'une part, la pollution de l'autre, notamment par le plastique, rendent inhabitables de vastes pans de l'écosystème marin. Et les débris plastiques sont de plus en plus nombreux. Chaque année, 400 millions de tonnes de déchets sont générés dans le monde. La majeure partie est constituée de produits jetables et d'emballages, qui pour la plupart ne sont pas recyclés. Nos plages se remplissent de plastique.
En regardant de près, on trouve différents types de plastique. Par exemple, ici, on a trouvé des fragments de gros objets, mais aussi des objets qui ont l'air plutôt neufs. Ils ont apparemment été jetés ici, sur la plage, assez récemment. Ils ne présentent pas d'usure. Ils n'ont pas été exposés aux intempéries. Ils ont l'air neufs. Malheureusement, ils n'ont rien à faire dans la nature. Ce sont des matériaux synthétiques fabriqués par l'être humain et ils se retrouvent dans un milieu naturel, sur la plage ou dans l'océan, parce qu'ils n'ont pas été jetés au bon endroit. Selon les dernières estimations, 23 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés chaque année dans nos eaux depuis la terre ferme. L'essentiel se décompose en microplastiques. C'est également le cas dans les eaux froides de l'Arctique. À bord du navire de recherche Polarstern, les scientifiques de l'Institut Alfred Wegener n'ont pas seulement découvert du plastique à la surface de l'océan. Ils ont aussi constaté que la concentration de déchets au fond des eaux de l'Arctique est 500 fois supérieure à celle de la surface. Selon leur théorie, les plages et les sols arctiques se muent en décharge définitive pour nos déchets plastiques. Les scientifiques ont trouvé jusqu'à 13 000 particules de microplastiques par kilogramme de sédiments marins de grande profondeur. Si on regarde la mer du Nord, c'est une magnifique journée ensoleillée. L'eau est bleue et il n'y a pas de plastique à l'horizon. La zone semble très propre. Mais je peux vous assurer que si on part en bateau et qu'on jette un filet dans l'eau pendant une demi-heure, on va trouver pas mal de microplastiques. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ils sont un peu partout. Si on tracte un filet suffisamment longtemps dans n'importe quelle eau, on remontera du plastique. Les humains polluent la Terre depuis toujours. Tous les êtres laissent une empreinte, mais la nôtre n'arrête pas de s'agrandir. C'est une expérience à l'échelle mondiale dont on ne connaît pas l'issue. On déverse tout ce plastique dans l'océan sans avoir la moindre idée de ce qu'il va devenir, et sans connaître son véritable impact sur l'écosystème marin. C'est ça le problème. On ne maîtrise pas les effets de cette énorme quantité de substances synthétiques sur l'environnement. C'est la grande inconnue. Il faudrait investir dans des alternatives qui, certes, coûtent plus cher, mais qui sont plus écologiques. Ce n'est pas parce que les plastiques à usage unique font aujourd'hui partie de notre quotidien que ça doit être la norme à l'avenir. Et si on a des matériaux qui finissent dans nos océans, autant faire en sorte qu'ils soient biodégradables. Le bioplastique pourrait être une alternative aux matériaux conventionnels à base de pétrole, de gaz et de charbon. Dans ce concept révolutionnaire, le problème se résout de lui-même. Les bactéries utilisant le plastique comme source de nourriture. Ces images montrent comment les bactéries biodégradent une surface plastique. Ici, la plastisphère se mange elle-même. Certains microbes semblent avoir le potentiel de dégrader le carbone, le principal matériau constituant notre plastique. C'est un nouveau chapitre dans la recherche sur la plastisphère. Beaucoup de gens pensent que les bactéries sont la solution à tout. Il y a donc une certaine euphorie autour de la question de savoir si elles peuvent ou non manger le plastique. Auquel cas, ça y est, on est sauvé, le problème est réglé. Malheureusement, ce n'est pas si simple, parce que l'essentiel du plastique est constitué de combustibles fossiles et a été conçu pour ne pas se dégrader. Il est censé être stable et durer pour toujours. On prélève de petites bouteilles d'eau de mer avec sa communauté bactérienne. On y ajoute ensuite un morceau de plastique.
soit du polyéthylène, c'est-à-dire un plastique ordinaire, soit un polyester biodégradable. Et on ferme bien le tout. Puis on secoue. Et tout comme une voiture brûle le carbone contenu dans l'essence et produit du dioxyde de carbone, les microbes décomposent, brûlent le carbone du plastique, car c'est le seul qu'ils ont pour se nourrir. Pour chaque molécule de carbone brûlée, une molécule de CO2 est produite. On mesure ce CO2 grâce à nos instruments et il nous révèle avec précision quelle quantité de ce morceau de plastique a été métabolisée ou biodégradée par les microbes. Ces images de différents échantillons de biopolyester révèlent le processus de décomposition de la matière. Le microscope électronique à balayage montre en détail comment le plastique biodégradable est rongé par les bactéries. Ces formes de plastique écologique ne régleront cependant probablement pas notre problème planétaire. Leur biodégradation nécessite en effet des conditions optimales. Le gros problème qu'on rencontre avec les matériaux biodégradables, c'est que contrairement à un site de compostage, l'océan n'offre pas les conditions idéales à ce processus. Nos déchets ne sont pas censés atterrir ici, mais malheureusement, c'est ce qui se passe dans de nombreuses zones marines. Il y a tellement de plastique sur la planète que la situation est tout simplement hors de contrôle. On ne peut plus éviter qu'il se retrouve dans l'environnement. On a des idées pour débarrasser nos mers des déchets plastiques, mais on parle là de quantités infimes par rapport à ce qui se trouve réellement dans les océans. On ne peut plus récupérer ce qui s'est déposé au fond. Si on veut extraire le plastique à grande échelle avec un effet bien réel, il faut procéder de manière très peu sélective, c'est-à-dire en collectant le matériau en masse. Et si on fait ça, on ne pourra pas épargner le vivant. On va forcément remonter de la mer ce qui est censé y rester. Et ça risque de faire plus de mal que de bien. Le plus important est de réduire la production de plastique. Nous n'en avons pas besoin dans de telles proportions. Il y a certains domaines où les plastiques sont vraiment utiles et nécessaires, mais pas dans les quantités qu'on utilise aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas le plastique, mais la façon dont on l'utilise. C'est pourquoi il faut interdire le plastique à usage unique. L'un des bons côtés du plastique, c'est qu'il est très bon marché. Et l'un de ses inconvénients, c'est précisément ça. Il est très bon marché. Mais je pense que ce prix est purement artificiel, car il n'englobe que le coût de fabrication du plastique et son envoi au consommateur, ce qui est très peu cher. En revanche, ce prix ne comprend pas les coûts engendrés lorsque le plastique se retrouve dans l'environnement, ni ce qui se passe à la fin de son parcours et la pollution qui en découle. Et ce problème-là, pour le régler, ça coûte extrêmement cher. En 2023, la COP28 a demandé pour la première fois une sortie progressive des énergies fossiles. Il y a donc un intérêt pour cette question, et certaines alternatives au plastique conventionnel font partie de la solution. Mais il n'y aura jamais qu'une seule solution. Et soyons honnêtes, la meilleure solution à notre problème de pollution plastique, c'est d'améliorer notre gestion des déchets et que le plastique ne finisse pas dans la mer. Le plastique dans l'océan est un phénomène paradoxal. D'un côté, les déchets de notre civilisation n'ont rien à faire dans l'eau. De l'autre, le plastique offre un nouvel habitat, la plastisphère. Mais cette biodiversité et cette richesse de la nature sont également source d'inquiétude.
Les agents pathogènes s'épanouissent sur les déchets plastiques et peuvent survivre beaucoup plus longtemps que sur les véhicules naturels, comme les algues. Quel danger réel représente la plastisphère pour les humains? Quelles espèces profitent des déchets plastiques pour atteindre de nouveaux habitats? Pour l'instant, il y a plus de questions que de réponses. L'exploration de la plastisphère ne fait que commencer. D'un point de vue scientifique, il est fascinant de réfléchir à la manière dont les microbes évoluent au fil du temps. C'est passionnant pour nous, parce qu'on ne sait finalement pas grand-chose sur ce milieu marin, où tout à coup, on introduit un habitat. La plastisphère change constamment. Il y aura encore beaucoup à découvrir.